Et tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff. On accueille Laurence Beneux, journaliste indépendante, auteur notamment de ce livre BI, Brigade d'intervention. C'est publié au Cherche Midi. Bonjour. Bonjour. Laurence Beneux, c'est ça? Beneux. Ou Beneux. Oui, enfin, c'est pas grave. Laurence Beneux, écoutez, j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt, il est très documenté. Et effectivement, moi aussi, je ne savais pas qu'il y avait une brigade d'intervention. On connaissait la brigade d'intervention de la préfecture de police, on connaît le RAID, on connaît évidemment chez les gendarmes le GIGN. Mais alors, cette brigade d'intervention spécifique, qu'est-ce qui la rend spécifique vraiment par rapport aux autres, par rapport à leurs collègues? Juste déjà, vous voyez, vous venez de redire, je connaissais la brigade d'intervention de la préfecture de police. En fait, Vous connaissez la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police, et vous ne connaissez pas la brigade d'intervention. En fait, pour une raison que... Mais ils veulent pas qu'on parle d'eux ou quoi? Mais non, c'est eux, c'est pas eux qui veulent pas qu'on parle d'eux. Je sais pas pourquoi on veut pas qu'on parle d'eux. Enfin, ils ont participé à toutes les grosses opérations. Je sais pas, à l'arrestation du gang des barbares. Oui, mais alors, je voudrais savoir spécifiquement, qu'est-ce qui les différencie de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique qui les différencie? Déjà, la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police, il faut quand même voir que 90% de son activité, c'est de la police judiciaire. Ils sont devenus d'intervention de fait, à cause des braquages, des gros braquages dans les années 70, qui les mettaient dans une situation qui était dangereuse au moment où on arrêtait les braqueurs, au moment où ils faisaient les braquages. Et de petit à petit, comme ça, il y a un savoir-faire qui s'est développé, ils ont eu du matériel et tout ça. La brigade d'intervention, eux, en fait, ils ne font que ça. C'est une brigade qui a été créée en 98. On a recruté des policiers parmi les gymnases, la compagnie sportive de la préfecture de police. D'accord, oui, parce qu'il faut des sportifs, là, il faut être aguerri. Ouais. Donc, en fait, c'est tous des sportifs de niveau national. Donc, on avait des gens qui faisaient, bien sûr, qui faisaient du combat, mais on avait des moniteurs de tir, au départ, c'était ça. Ils sont tous tireurs de précision, en fait. Voilà, donc en fait, des gens qui faisaient de la varap, qui faisaient de l'escalade. Oui, parce que vous racontez très bien, ils doivent être sur les toits, ils doivent grimper un peu partout, ils doivent s'adapter à toutes les situations, y compris les plus rocambolesques. Voilà, donc au départ, d'ailleurs, leur mission première... c'est ça, c'est grimper, c'est la varap, donc... surveiller à partir des toits, par exemple. Oui, alors grimper, par exemple, quand il y a des gens qui s'accrochent pour aller décrocher des banderoles ou tout ça. C'est les points hauts, ce qu'on appelle les points hauts. C'est-à-dire, surtout quand le président de la République ou le Premier ministre est dehors. En fait, on surveille. Alors, il y a, c'est des binômes. Donc, il y a quelqu'un qui observe et quelqu'un qui est un tireur qui est là, en fait, beaucoup plus pour dissuader que. Mais voilà, pour veiller au grain. Mais alors, ce que vous dites aussi, c'est très intéressant, parce que ça, je ne savais pas non plus, c'est qu'il y a aussi les souterrains, les carrières. Racontez-nous ces carrières et ces surveillances de souterrains. Donc, ils vont. Alors, en fait, avant, il y avait une unité spécifique, et puis quand ils ont récupéré les carrières, en fait. Donc, en fait, ils sont chargés de surveiller les carrières. En fait, il y a une vie intense dans les 300 km de souterrains sur Paris, par exemple. Sur Paris, oui. Avec des passionnés. Alors, il y a des passionnés ou d'histoire qui veulent préserver les carrières, ça va. Et les catacombes, ça fait partie des carrières. Oui. C'est ça, les catacombes et tout ça. Les catacombes, en fait, les souterrains de Paris. C'est ça, absolument. Voilà. D'accord. Et donc, qui sont des endroits qui sont en fait sensibles. D'abord parce qu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, au départ, il y a une unité de police qui a été dédiée au sous-sol. À l'underground, comme on dit. C'était parce qu'il y avait eu un effondrement absolument catastrophique au XVIIIe siècle. Oui, vous le racontez, oui. Et donc, voilà, depuis ça a perduré. Et donc, ils vont là-dedans pour chercher, parce qu'il y a des cataphiles débutants qui sont pas très prudents et qui se perdent. Et c'est assez facile. Donc, de temps en temps, c'est un coup de fil. on en a un, il est parti, ça fait 24 heures qu'il est pas remonté. Voilà. Oui, d'accord. Donc ils vont les chercher, ils vont aussi surveiller, parce que en fait, c'est interdit d'aller dans les catacombes. Ouais. Enfin, dans les carrières. Donc c'est une infraction en soi seulement. Ça sert à rien qu'il y ait des règlements s'il y a personne pour les faire appliquer. Hein. C'est clair. Une loi, s'il n'y a pas de police derrière, elle reste lettre morte.
Donc, de toute façon, ça les intéresse, voilà, ça les intéresse en soi qu'il y ait des gens, même s'ils sont beaucoup plus indulgents avec les gens qui sont là pour protéger les catacombes qu'avec les abrutis qui vont s'amuser à aller faire des trous pour pouvoir se payer un week-end dans les sous-sols de Paris, parce qu'en fait, c'est super dangereux. Oui, il y a aussi ça, c'est vrai. Mais, donc ça, alors, il y a une chose qui me frappe quand même, Laurence Beneux, dans ce que vous racontez, dans la brigade d'intervention, c'est que ils ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur. Non. Ça, c'est quand même... Non, mais normalement, ils devraient dépendre, c'est la police. Ils devraient dépendre du ministère de l'Intérieur, quand même. Oui, mais non, en fait, il faut savoir que de toute façon, Paris et sa petite couronne dépendent de la préfecture de police de Paris. Ça date de la Révolution. Ouais. Donc c'est pour ça on l'appelle un peu un État dans l'État. Théoriquement, il dépendrait un peu de l'intérieur, sauf qu'en fait, en général, on pense qu'il joue plus ou moins à armes égales, à force égale. Donc, qui dépendent pas directement du ministère de l'Intérieur, c'est normal. Qui dépendent de la DOPC, de la direction de l'ordre public et de la circulation. Oui, c'est ça qui m'a frappé. Direction de l'ordre public et de la circulation. Eh ben ça, en fait, ils ont eu des missions qui ont évolué, parce que là, je vous ai parlé avant de leur mission initiale, mais en fait, il y a eu une évolution. Parce qu'on avait ces équipes très entraînées, donc c'est une espèce d'élite. Enfin, je veux dire, ils ont un savoir-faire qui est très particulier et qui est rare. Même ne serait-ce que physiquement, enfin tout le monde n'est pas capable d'aller. Enfin, ils s'entraînent des fois pour s'entraîner, ils montent sur des grues, quoi. Donc bon, voilà. Et donc et puis c'est pareil, les tireurs de précision, on n'en a pas tant que ça non plus. C'est clair. Donc en fait, et ils savent ouvrir des portes. Donc on avait d'un côté, de temps en temps, on avait des opérations il y a des arrestations qui sont plus dangereuses que d'autres. Quand on sait que les gens vont être armés, enfin des gens qui qui vont sont opposer une connus, résistance, voilà. etc. Oui. Donc en fait, on avait d'un côté ces policiers qui avaient encore un peu de temps, et d'un autre côté, on avait des unités qui sont souvent très débordées. Enfin, et donc, ils ont commencé à porter assistance à d'autres corps de police, à d'autres unités. Oui, ils ont travaillé ensemble, etc. On les active, on fait appel à eux. Donc, en fait, maintenant, ils travaillent, ils passent une bonne moitié de leur temps, en fait, à ne pas travailler pour leur... pour leur objectif principal. Une chose que vous demandez, vous en avez vu beaucoup. Oui. Vous dites vous-même d'ailleurs que vous avez pris des pseudonymes parce qu'effectivement c'est normal. Parce que c'est pas la grande muette, la police, mais enfin ils ont l'obligation de réserve. On va en parler après. On va parler surtout du fait qu'ils ont accepté de vous parler parce qu'il y a eu ce traumatisme du Bataclan. Ouais. Et on va en parler longuement là. Et simplement, si vous aviez à les décrire ce que vous avez vu, en quelques mots, vous diriez quoi ? Quelles sont leurs caractéristiques, leurs qualités ? Alors, déjà, c'est des policiers qui sont super humbles, en fait. Ouais. C'est une unité qui est très touchante. Ils sont quand on les voit, c'est une espèce de famille. Mais enfin, ça, je pense que c'est propre en fait à toutes les unités de police. J'imagine. Et ils vivent des situations qui sont souvent extrêmement dangereuses. Et là, ils ont vécu des situations qui étaient gravissime. Donc ça soude. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans les opérateurs de terrain, il y a que des hommes. Il se trouve dans cette unité. De temps en temps, dans les cadres, il y a une femme, mais voilà, là non. Ouais, et on pourrait, en fait, donc c'est quand même, il y a beaucoup de testostérone dans cette unité, et ils se font la bise. Ouais. Ils sont très intelligents. Enfin, moi, tous les gens que j'ai rencontrés sont très intelligents. Et avec une capacité de concentration et une capacité de recul. Il y a beaucoup de pudeur aussi. Faut voir. Alors, j'ai pas parlé que avec eux. J'ai pas parlé qu'avec des gens de la BI. J'ai parlé aussi avec d'autres. Oui, avec d'autres, bien sûr, d'autres policiers. Non, mais je veux dire, ou même des anciens ou qui travaillent, qui les ont côtoyés. Enfin, pas du tout que. Voilà, pas du tout. Dont notamment le célèbre, vous l'avez pas vu, il a pas voulu vous voir. Vous parlez beaucoup de Cato. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a été. Racontez qui a été Cato. Alors Cato, c'est un ancien du RAID. Donc ça a été un officier. Il a été officier à la brigade d'intervention. Donc c'est quelqu'un qui avait une grosse expérience. Ils en parlent. C'est un peu un mythe en fait. Bon, c'est quelqu'un. C'est un peu leur
Oui. L'être mythologique, un peu pas gourou, mais enfin. Non, mais c'est-à-dire que ils sont tous d'accord. Enfin, quoi qu'on pense, en général, ils en pensent quand même plutôt du bien. Qu'il est extrêmement compétent dans son domaine, que c'est un meneur d'hommes et que sa présence a fait faire un bond en avant à la brigade d'intervention. Il est arrivé quand la brigade d'intervention et la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, donc pendant un moment, ont été rassemblés pour former la brigade anticommando. Donc en fait, la brigade anticommando, c'est quelque chose qui est activé dans des situations particulièrement graves, bien sûr. Particulièrement graves ou particulièrement dangereuses. Donc Cato est arrivé en leur disant. Enfin, c'est eux qui me disent, en leur disant là vous faites partie de la brigade anticommando, maintenant il faut. Et donc en fait, il a commencé à changer complètement la tournure des entraînements, à travailler sur la cohésion du groupe, sur la concentration, parce que son leitmotiv c'était il va se passer quelque chose un jour, il se passera quelque chose à Paris. Ça va être dramatique et on va prendre super cher. Eh bien, on va en parler. Effectivement, il n'avait pas tort. En 2015, il y a eu plusieurs événements très dramatiques et on a pris super cher. On parle du Bataclan, on parle de l'hypermarché Cacher. Après ceci. Et nous continuons notre conversation avec Laurence Beneux, avec ce livre passionnant sur les brigades d'intervention. Effectivement, la brigade d'intervention. On en a parlé, on a dit ce qu'elle était. Mais je voudrais qu'on parle de quelque chose qui a frappé les esprits, qui est un drame terrible, effectivement. En 2015, il y a eu l'attentat d'Hypercacher, il y a eu le massacre de Charlie Hebdo, où toute la rédaction a été décimée aux 2/3 par les frères Kouachi. Et puis en novembre 2015, on sait le Bataclan, et on s'est tous posé la question, on ne va pas raconter l'histoire du Bataclan ici, mais quand même, on s'est dit pourquoi les brigades d'intervention, les policiers, on ne va pas parler évidemment que de la BI, pourquoi ne sont-ils pas intervenus plus tôt ? Parce qu'il y a eu quand même 2 heures ou 3 heures, on peut dire, où ça a massacré, ça a égorgé, ça a torturé, sans que... Alors, à la fin, il y a eu trois policiers qui sont rentrés et qui ont pu effectivement frapper. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, vous le racontez, effectivement, Laurence Beneux, et c'est resté, je crois, comme une plaie ouverte chez un certain nombre de policiers. Oui, en tout cas, la brigade d'intervention, ça, c'est sûr que c'est resté. Alors, c'est vrai que c'est comme toute la police, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui montent parce qu'ils sont complètement muselés. Il y a une espèce d'abus du droit de réserve aujourd'hui qui sert en fait à faire taire les problèmes au lieu de les résoudre. On les cache, oui. Donc on les cache, on met tout ça sous le tapis. Ouais. Et donc en fait, les flics peuvent plus rien dire. C'est-à-dire que c'est plus le droit de réserve, enfin une obligation de réserve qui d'ailleurs est dans le code de déontologie et pas inscrit dans la loi du tout. Alors qu'est-ce qui s'est comment ont-ils vécu ça alors ce qui s'est passé en fait, c'est que alors il faut voir qu'ils sont entraînés à ça. Ils avaient déjà fait l'hypercacher. Ils sont entraînés aux tueries de masse et tout ça, ce qui n'est pas le cas de la BAC. Je veux dire, les BAC, ils n'ont pas pu rentrer simplement parce qu'ils n'avaient pas l'équipement, ils n'ont pas l'entraînement, ils n'ont pas... D'accord, mais eux ont l'équipement, eux ont l'entraînement et ils sont entraînés aux tueries de masse. Là, c'était une tuerie de masse. Écoutez, pourquoi... Alors, il se trouve qu'il y en avait 6, il y avait une colonne de 6 qui était en ce qu'on appelle une réserve escalade à côté de la Tour Eiffel. Et ils étaient en train de revenir, donc, je sais pas, il est... il doit être 8 heures. Voilà. Et là, ils entendent en fait qu'il y a des explosions au Stade de France. Ce qui au départ les affole pas plus que ça, parce qu'ils pensent bonbonne de gaz, enfin d'une baraque de frites, gros pétards, etc. Mais sauf que en fait, ils sentent qu'il se passe quelque chose parce que les gens ont quand même l'air affolés. Il y en a d'autres. Enfin, il y a une tension. Ils reçoivent tout ça à la radio. Donc ils foncent à leur QG. Ils s'habillent, ils se disent il y a un truc qui va pas, et puis entre-temps, voilà, ils s'habillent et tout ça. Entre-temps, ils entendent, ils sont sur place, que ça tire dans le 10e et que ça tire dans le 11e. En fait, avec les 2 temps, enfin là où ils sont placés, ils sont à 5 minutes, quoi. Ils sont à 5 minutes. Voilà, ils sont à l'est, ils sont vraiment pas loin. Du Bataclan, ils peuvent vraiment arriver super vite. D'accord. Donc ils disent, alors à ce moment-là, ça n'a pas encore tiré devant le Bataclan et dedans, mais déjà, donc ils appellent leur QG, ils disent ça tire déjà au Bataclan dedans. Attendez, les terroristes sont dedans, sont en train de tirer. Là, déjà, les terroristes sont déjà en train de tirer sur les terrasses. Ils sont déjà prêts à partir à ce moment-là. Ils veulent aller dans le 11e. Donc, et on leur dit non. On leur interdit. Qui leur dit non ? Leur état-major. On leur dit non, quoi ? On leur dit non, vous attendez vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Bon.
ils entendent, vous voyez. Donc là, en fait, s'ils partaient à ce moment-là, il faut bien voir qu'au moment où ça a tiré devant le Bataclan, ils étaient déjà sur place. Ils étaient déjà sur place. Ils auraient été déjà sur place. Ben oui. En tout cas, la rue d'à côté, si vous voulez. Et donc ils attendent. Quand ça tirait devant le Bataclan, parce que ça tirait devant le Bataclan avant de tirer dedans. Bon, ils attendent. 10 minutes plus tard, et là ça commence justement, ça tire, donc il y a eu des trucs, ça tire dans le Bataclan. Tout le monde le sait, on le sait partout, etc. Voilà, et donc ils entendent ça à la radio, et on leur, donc ils rappellent leur QG en disant bon, on y va. On leur dit non, vous y allez pas, on leur interdit d'y aller. Ouais, c'est hallucinant ça. Et à la fin, donc c'est leur cadre qui est une femme à ce moment-là, qui du coup prend sur elle, et c'est très courageux, on se rend pas compte, parce que elle peut pas. Mais prend sur elle qu'il n'aille pas au Bataclan. Non, elle prend sur elle qu'ils aillent au 36 quai des Orfèvres rejoindre la BRI. Oui, c'est ça. Oui, mais je veux dire, non mais attendez, c'est quand même hallucinant, je l'accuse pas. Vous dites c'est très courageux, c'est peut-être très courageux. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je trouve ça hallucinant et je suis pas le seul, qu'il y a ça, ce sont des gens, pas seulement eux, qui sont là pour protéger les citoyens. On sait qu'il y a un massacre dehors et à l'intérieur, et puis on les envoie au quai des Orfèvres. C'est quoi ça? Alors, elle, de toute façon, elle peut pas contrevenir un ordre direct. Alors moi, il y a des gens, pareil, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais pourquoi ils n'ont pas désobéi? Mais on se rend pas, mais parce qu'ils peuvent pas. Et puis, ils peuvent. Non, mais toujours, alors, oui, pardon de vous dire ça. Oui, mais... On peut toujours. Quand il y a mort, non, mais excusez-moi. Là, c'est facile. Vous allez me dire, je suis à un micro, c'est facile à dire. Mais quand même, quand il y a quelque chose comme ça, on est en train de massacrer des jeunes, des femmes, des enfants. On voit ça, on fait ah oui, on me dit mais oui, on n'a pas l'ordre. Alors, vous vous rendez pas compte du conditionnement déjà incroyable que subissent les policiers, du carcan dans lequel ils sont posés et du peu de latitude qu'on leur laisse, pas toujours pour des mauvaises raisons d'ailleurs, mais voilà, pour le peu de latitude d'un côté, d'un autre côté, on leur explique jamais. Ils n'ont pas eu d'explication, ils en ont pas. Donc un ordre comme ça, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça peut être par exemple parce que il va se passer ou il se passe quelque chose ailleurs, vous comprenez? Parce qu'ils savent pas s'il y a pas déjà des gens sur place. On les informe pas, on leur dit rien. Oui, non, je comprends. On leur dit vous y allez pas, on n'a pas besoin de vous, mais ils savent pas, par exemple, qu'il n'y a pas une colonne de la BRI qui est en route. Vous voyez? Donc, en fait, elle prend sur elle, parce qu'ils sont quand même comme ça. Non, j'ai compris. Donc, elle va au quai des Orfèvres. Elle prend sur elle de les envoyer au quai des Orfèvres pour qu'ils soient prêts à partir avec des colonnes de la BRI, si besoin est. Oui. Au moins, pour pas arrêter de perdre du temps, en gros. Avec qui ils forment la brigade anti-commando. C'est quand ils vont arriver sur place qu'ils vont se rendre compte qu'il y avait personne sur place, que vous comprenez. C'est a posteriori, en fait, qu'ils vont se rendre compte. Oui, mais enfin, il y a quelque chose, je ne parle pas de la femme. Honnêtement, au niveau de la responsabilité, on ne va pas... mais l'état-major... Tel ou tel. Enfin, au niveau de l'état-major, il y a une responsabilité écrasante. Écrasante. Alors on sait pas. Puis alors, si vous voulez, j'ai lu le rapport d'enquête parlementaire, vous savez, qu'il y a eu sur la gestion des attentats de 2015. Parce qu'on se demandait pourquoi les militaires avaient pas donné leurs armes, etc. Bon, on a eu une explication. Pourquoi on a empêché le GIGN d'intervenir? Il y avait 24 qui étaient pas loin, qui pouvaient, même si l'explication est moyenne. Bon, ok, on n'est pas sur une zone gendarmerie, les sacrées zones. Oui, enfin bon, on va voilà, mais là, alors, ils étaient à côté. On était en zone police. Enfin, vous voyez, tout ça, et on n'en parle pas dans le rapport d'enquête parlementaire. Il y a une ligne, une fois qu'il est vite fait. Et donc ça leur est resté très fortement, et on comprend. Ça leur est resté très fortement parce que, bon, il faut voir parce qu'on dit oui, ils sont préparés, mais personne n'est préparé à ça. Donc en fait, ça a été extrêmement traumatisant. Donc sur la colonne de 12, puis après il y a eu 15 qui est rentrée, la première colonne qui est rentrée au Bataclan, il y avait 6 mecs de l'abbaye. Il faut quand même se rendre compte qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir quand ils sont rentrés. Il était raisonnable de penser que l'endroit avait été piégé. Vous voyez, il y avait leurs amis derrière. Mais excusez-moi, c'est un métier à risque, hein. Oui, je veux dire, ils s'en plaignent ça pas. fait partie des risques du métier. Mais d'ailleurs, ils s'en plaignent pas. Ils n'empêchent, mais c'est pas ça, en fait. Et donc, à partir de là, ils sont obligés. Donc, le but, c'est d'aller neutraliser les terroristes, enfin les terroristes qui restent. Donc, ils ont été obligés, entre autres, de laisser des blessés qui comprenaient pas et qui se disaient, la police, il y en a un qui me disait, vous vous rendez compte, ça devait être horrible, c'était l'effet qui se coule, les gens ont attendu, après ils sont restés 2 ou 3 heures. Après, ceux qui sont rentrés après,
si vous voulez. Et en fait, il disait que c'était presque, il y en a qui pensent que c'était presque plus traumatisant parce qu'ils voyaient ce charnier, ce truc épouvantable. Et ceux de la première colonne m'ont dit, sur le moment, on a l'adrénaline, mais au retour, on se prend tout dans la gueule. En gros, ils sont tous, ils ont tous après, eu un stress post-traumatique. Puis c'est pareil. Ils sont pas aidés les policiers, parce qu'en fait, il y a beaucoup de policiers, pas seulement là-dedans, qui subissent d'énormes stress. On les soutient pas. Enfin, de toute façon. C'est vrai. Vous avez dit d'ailleurs, et on va reparler juste Laurence Beneux, parce qu'on va parler avec les auditeurs du Sud Radio et vous restez avec nous. Mais vous avez eu une phrase hors antenne. Vous avez dit s'il y avait une société privée qui était gérée comme la police, elle ferait faillite depuis longtemps, eu égard à ce qui se passe dans la police. On va reparler très 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 vite avec vous, Laurence Beneux. Bouquin passionnant, Brigade d'intervention au Cherche Midi. À tout de suite. Et on est toujours avec notre invitée, donc Laurence Beneux, qui est journaliste indépendante. 0826 300 300. Vous avez bien écouté André Berkoff et son invité. Vous nous appelez dès maintenant. On vous donne la parole dans quelques minutes sur Sud Radio. Nous avons parlé de la santé, nous avons parlé des pesticides, nous avons parlé de beaucoup de choses plus ou moins dramatiques, mais c'est important d'en parler. Et nous parlons aussi du Bataclan, des brigades d'intervention et de ce qui se passe quand on laisse des gens se faire massacrer. Une hiérarchie, en tout cas des gens, se faire massacrer au Bataclan et ailleurs. Pourquoi? Comment? On en parle avec Laurence Beneux. Et Laurence Beneux, qui est journaliste indépendante et auteur de ce livre, BI, Brigade d'intervention. C'est publié au Cherche Midi. 0826 300 300. On trouve Pierre qui nous appelle de Paris. Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour. Écoutez, tout d'abord, un grand merci à Sud Radio de revenir sur ce dossier du Bataclan. Donc j'ai lu le rapport d'enquête parlementaire et comme beaucoup de Français, je suis complètement révolté par la non-intervention de la brigade d'intervention qui était disponible manifestement. Donc moi j'ai deux questions. D'abord, simplement, mais qui était aux commandes? Qui est l'état-major ou pas l'état-major, mais il faut maintenant donner des noms, il faut identifier des personnes. Il faudrait que Sud Radio et votre journaliste se mobilisent avec les victimes pour agir, parce que la France a été très très, je pense, comme je disais, bouleversée par cette affaire. Et s'il y a des responsabilités, il faut les établir. Alors accessoirement, moi j'ai eu accès à des victimes qui m'ont dit qu'en fait on leur avait demandé de ne pas dénoncer par la suite qui que ce soit ou quoi que ce soit. Le mot islam. Voilà, quoi que ce soit, et notamment pour pas faire d'amalgame. Donc ça c'est venu de la part de deux victimes et je pense que cette affaire mérite d'être éclaircie. Mérite vraiment d'être éclaircie. Et encore une fois, j'ai lu le rapport d'enquête et je me suis renseigné. Non, mais la vraie question, c'est la question des responsabilités. Alors, Laurence Beneux, la question que pose Pierre, et c'est des millions de Français se la sont posées. Effectivement, comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, à presque 5 ans, enfin un peu moins de 5 ans du drame, comment ça se fait que les responsabilités n'ont pas été éclaircies, que ça reste encore dans les limbes ou dans le brouillard? Parce qu'on n'a pas eu envie de les éclaircir, sinon ça l'aurait été. Alors, les policiers, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les policiers de la brigade d'intervention, à qui j'ai parlé, ne savent pas. Je veux dire précisément le nom, parce qu'en plus c'était une journée particulière. Toutes les huiles étaient au Stade de France avec le président. Oui, bien sûr. Vous voyez, le préfet, voilà, donc le directeur. Donc déjà, c'était la haute hiérarchie, mais un sous. Oui, d'accord. Disons que c'était les numéros 2 ou 3. Voilà. Donc c'était quelqu'un de l'état-major qui agissait sur l'ordre de qui? Eh ben, on n'en sait rien. Pourquoi? Non, mais comment ça se fait? Vous ne posez pas la question quand même que d'abord, qu'il n'y ait pas eu des journalistes, et Dieu sait s'il y a des journaux et des médias en France, il n'y a pas que Sud Radio, il y a les autres, personne n'a enquêté là-dessus. Et deuxièmement, ce qui est étonnant, c'est que l'État lui-même, le ministère, la hiérarchie, n'est pas enquêté eux-mêmes. Je ne parle même pas de l'IGPN, je parle au niveau des ministères. C'est-à-dire, il s'est quand même passé quelque chose de grave. Imaginez que, et à Dieu ne plaise, ou à la Providence ne plaise, que ça revienne, que ça ne se repasse. On peut espérer que, en tout cas, si c'est dans Paris ou dans une grande ville de France, qu'il y ait la possibilité d'agir très vite. Juste un mot, vous savez très bien, on le sait, le monopole de la violence légitime a été accordé à la police et à l'armée parce qu'il représente l'État, justement. Sinon, chaque citoyen se ferait justice.
Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, eux le vivent comment? Vous dites, eux, est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils vous ont dit, Laurence Beneux, oui, écoutez, c'est pas normal qu'on ne sache pas et qu'il n'y ait pas eu de responsabilité, dites, ou ils disent, bon, ben, c'est terrible, non, alors, mais voilà. Eux, ils disent, de toute façon, les explications, nous, on n'en a jamais. On nous les donne pas. Ouais. Donc, ils disent, ça, simplement, ils disent, ça, le retard au Bataclan qu'on nous a imposé, c'est quelque chose qu'on ne pardonnera jamais. Voilà. Mais en fait, ils savent pas. Maintenant, pourquoi en fait on sait pas? Enfin, il faut bien se rendre compte que si on voulait avoir une police qui fonctionne, on en aurait une. Hein. Vous comprenez? Vous dites qu'elle fonctionne pas, la police, comme elle devrait fonctionner. Non. Aujourd'hui voilà. en France. Je dis qu'on a 90% ou beaucoup plus des policiers qui travaillent par vocation, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec très peu de latitude d'initiative de rien du tout, qui travaillent dans des conditions épouvantables. Il y a une gestion de la ressource humaine qui sont maltraitées par la hiérarchie et que personne n'en a rien affiche. Que si on avait réellement voulu savoir, effectivement on aurait su, et que si on ne sait pas, c'est parce qu'on n'a pas réellement eu envie de savoir. C'est tout. Vous disiez, il y a au moins eu un journaliste, je me rappelle plus son nom, ce chroniqueur de RMC, qui a essayé, qui avait dit des choses, si vous voulez, sur le Bataclan, qu'on lui a beaucoup reproché. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement il s'est fait virer la semaine d'après de RMC, mais par-dessus le marché, on lui a dit, j'ai lu ça, RMC lui a glissé en dessous que en fait ils étaient tricards au ministère de l'Intérieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Donc pourquoi? Parce qu'il y a aussi ces formes de censure déguisée. On sait que ça existe. Nous avons Jean-Pierre au téléphone. C'est ça, Jean-Paul plutôt. 0826 300 300 Sud Radio qui part à Draguignan. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui. Bonjour André, bonjour à votre invité, bonjour à tous. Je voulais évoquer le discours sur le séparatisme que devrait faire notre président de la République. Oui. D'abord, il peut y avoir une correspondance avec votre invité aussi et son livre très intéressant. Ce que je voulais dire, c'est que personnellement, j'ai peur qu'il n'y ait rien suivi des faits, que ce soit encore un discours et qu'il n'y ait pas la force nécessaire pour s'attaquer vraiment à ce problème. Qui deviennent de plus en plus graves pour notre pays et pour une majorité de Français. Et comment dirais-je, parce que notre président était ministre précédemment. Ministre de l'économie, oui. Voilà. Oui. Et donc il ne peut pas faire celui qui n'était au courant de rien. Notre ancien ministre de l'Intérieur, Jean Collomb, avait démissionné, je pense, parce que il avait conscience de cette problématique et j'imagine qu'il avait déjà dû lui en faire part depuis longtemps. C'est possible. Mais vous voulez, par rapport au séparatisme, vous, ce que vous dites en fait, Jean-Paul, c'est que vous avez la crainte de dire que c'est bien les déclarations, mais que ce ne sera suivi d'aucun effet. Voilà, c'est ce que je pense. Comme souvent avec ce gouvernement qui malheureusement fait beaucoup de vent et ne produit pas grand-chose. Notamment quand on voit aussi les amitiés de notre président. Il ne faut pas oublier Yacine Bellatar et ainsi de suite. Et comment dirais-je, il faut aussi avoir conscience que lors des prochaines élections, il aura besoin des voix de la France insoumise s'il veut être élu. Donc quand on connaît leur penchant, il va être obligé de donner des gages à tout le monde. Donc, je pense qu'il n'agira pas comme il se devrait. Jean-Paul, on va suivre ça de toute façon. Juste, je vais poser, puisque vous avez posé la question au-delà du séparatisme, effectivement. Laurence Beneux, comment a été vécu, d'après ce que vous savez, ce n'est pas directement du ressort de la brigade d'intervention, bien sûr. Comment a été vécu chez les policiers que vous avez côtoyés, ce qui s'est passé à la préfecture de police avec Michael Harpon, vous savez, islamiste, enfin converti, etc., qui a tué 3 ou 4 personnes, je crois, dans le sein des saints à la préfecture de police. Est-ce que vous avez eu des réactions là-dessus? Par rapport à l'abbaye, oui, parce qu'en fait, ils se sont rendus sur place, parce qu'il y avait des gens chez eux qui étaient là, et les pauvres, ils sont dedans. Chaque fois qu'il y a un mauvais coup, ils sont dedans. C'est leur vocation. Voilà. Non, mais je veux dire, même là, vous voyez, par hasard, à l'hypercachère, il y a eu un blessé, c'était un mec de l'abbaye.
D'ailleurs, tout le monde a dit que c'était la BRI, c'est pas vrai, c'est un mec de la BI. Enfin, bref. Et mais enfin, je comprends pas trop. Je comprends pas trop votre question en fait. Non, la question est de savoir si ce problème, par exemple, d'une intervention terroriste là au sein de la préfecture de police, c'est assez clair. C'était pas au Bataclan là, c'était au sein même de la forteresse la plus défendue de Paris. Ouais. Et ça a provoqué des réactions. Est-ce que vous avez eu des conversations là-dessus ou pas? Non. Si on n'avait pas eu, non. Et puis, honnêtement, comme je les connais par-dessus le marché, de toute façon, je veux dire, c'est pas le genre de truc. Je pense qu'il aurait fallu en parler vachement longtemps avant qu'ils me finissent par me lâcher. Je comprends. Par me lâcher quelque chose, quoi. D'accord. Autre. Oui, on remercie Jean-Paul et on file à Arcachon. On retrouvait Frédéric au 0826 300 300 sur Sud Radio. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour André, merci de me prendre à l'antenne. Tout déjà, d'abord, je voulais vous partager votre avis quand vous dites tout à l'heure, pourquoi ils n'ont pas désobéi. La désobéissance civique, ça existe et je partage tout à fait votre point de vue. Parce que, la police, elle est ce qu'elle est, mais quand c'est les gilets jaunes, il n'y a aucun problème, on tape de n'importe comment, ils n'ont aucun scrupule, je ne sais pas s'ils attendent vraiment les ordres. Et quant au Bataclan, qu'on ne dise pas que personne ne sait, vous avez une chaîne décisionnelle depuis le cabinet du ministre, donc on sait très bien à quel moment on a étouffé l'affaire ou machin. Alors, bien sûr, on va encore toujours les secrets d'État, toujours la raison d'État. En France, il n'y a que ça, la raison d'État. Maintenant, pour dire bonjour, ça va être bientôt la raison d'État si on le dit mal. Mais on sait très bien qui, quand, a laissé faire cette horreur, parce qu'il n'y a même pas de terme, parce que il faudrait dire aussi ce qui s'est passé dedans. Ça n'a pas été que des tirs de fusil, ça a été des horreurs. On a laissé cette abomination se faire, et au niveau du cabinet du ministère de l'Intérieur, tout le monde était au courant. À quel moment, qui a pris la décision, quelles sont les interventions, mais on sait très bien. Alors, si vous voulez, l'impunité me fait vomir, vous voyez, franchement, je vous le dirai honnêtement, ça me fait vomir. De voir un tel pays, c'est quelque chose de lamentable. Excusez-moi, mais voilà. Non, alors, mais la Frédéric, police, on ne sait pas. Alors, je comprends votre indignation. Je ne sais pas, effectivement, si on a tout laissé faire, si le cabinet ministre de l'Intérieur savait tout depuis le début. Effectivement, mais Laurence Beneux, vous voyez, ça pose quand même un problème. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire une différence, j'entendais le monsieur, entre tous ces policiers de terrain qui ont vraiment très très peu, qui doivent obéir aux ordres. Et il faut bien se rendre, et à qui on ne donne aucune explication. Et je vous dis, il pouvait imaginer qu'il y avait déjà une colonne de la BRI qui était en route, si vous voulez. Mais c'est vrai comme ça. On parlait, le monsieur, il parle des gilets jaunes. Vous savez quoi? Moi, ils m'ont dit, mais évidemment qu'on est derrière les gilets jaunes. Après, vous avez vu certains comment ils les traitent. C'est vrai que il y a eu des éborgnements, il y a eu des histoires terribles. Il y a eu les LBD tir à bout portant. Alors ils m'ont tous dit, on est bien d'accord, il y a des moutons noirs chez nous, comme dans toutes les professions. Après, quand il y a une erreur de recrutement, c'est encore la hiérarchie qui recrute, mais qui donne les critères. Les ordres, les armes qu'on leur donne, il y a une espèce d'ordre tacite de s'en servir. Et je veux dire, ils peuvent pas tirer avec des canons à eau. Utiliser des canons à eau quand on leur donne des LBD, parce qu'ils n'entendent pas des canons à eau, mis à part le fait que c'est difficile à bouger. Parce qu'ils n'ont pas de canons à eau. Si on leur a donné des LBD, on leur a pas donné, etc. Quand on leur dit de faire une nasse, ils font une nasse. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, j'ai vu, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, vraiment on leur demande de résoudre la quadrature du cercle, parce que ça leur pose, il y a un problème derrière éthique qui est très compliqué, parce que, en fait, si la police commence à n'agir qu'aux ordres qui leur plaisent, à faire appliquer les lois avec lesquelles ils sont d'accord, c'est le chaos. Donc, ils sont vraiment entre pas de faire n'importe quoi. On les met. Je veux dire, ils servent de bouc émissaire à tout. Et en fait, c'est les pauvres policiers de terrain qui, pour l'immense majorité, sont des gens courageux. Je veux dire, il y a un taux de suicide record qui sont en fait utilisés par les hiérarchies, en plus n'importe comment. Je vous dis, il y a que ce soit, c'est vrai ce que je vous disais, une société privée serait gérée comme l'est la police. Alors déjà, ils auraient des prud'hommes, des procès au prud'homme tout le temps. Non mais vraiment. Et ils seraient presque en faillite d'ailleurs. Mais ils seraient en faillite. Je veux dire, il y a des budgets qui vont pas plus loin que le bout de l'année. Il faudrait tout refondre en fait. Mais le truc, c'est que c'est les pauvres policiers de terrain qui en prennent plein la tête, alors qu'ils sont victimes des ordres qu'on leur donne. Et le monsieur, il a raison. On sait certainement ce qui s'est passé pour le Bataclan, mais eux, ils le savent pas. Merci Laurence Beneux. Et vous ne connaissiez peut-être pas cette brigade d'intervention, la BI. Si vous voulez tout savoir, le livre BI, Brigade d'intervention, publié au Cherche
Flash Midi, signé de notre invité Laurence Bonneux, qui est donc journaliste. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Merci. Merci André Berkoff. À demain. À midi, demain, en absolument. direct, dans tous vos états. Je rappelle que vous êtes toujours, d'ailleurs, tous les week-ends et tous les lundis. Samedi, dimanche, lundi. Samedi, dimanche, lundi, pour un cabaret politique qui s'appelle Ciel Montparis au théâtre de Poche, Montparnasse. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet si vous voulez rencontrer le vrai Berkoff. En vrai, vous verrez, il est beaucoup plus doux comme un agneau d'ailleurs quand on le croise en vrai. Quoi qu'il en soit, la journée continue sur Sud Radio. Dans quelques instants, place à Jacques Pessis pour les clés d'une vie en compagnie de son invité Isa Ferrer. Belle journée à vous.